Alors voilà, donc bonjour pour cette présentation donc de l'enquête Hérisson. Heu, dans les grandes lignes, de quoi je vais vous parler ce soir? Donc globalement de pourquoi on a mis en place cette enquête. On ne va pas s'appesantir sur cette partie puisque vous connaissez déjà l'enquête. Pareil pour le protocole. On parlera du matériel avec pas mal de petits conseils qu'on peut avoir à vous donner. Donc n'hésitez pas aussi à partager si vous avez des conseils, des astuces, des déconvenues qui vous sont arrivés. N'hésitez pas à les noter dans le chat, on en prendra connaissance. Je vous ferai également un point sur la saisie sur le site, pour savoir un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on attend de vous, quels sont les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés. Et enfin, il y aura toute une partie, donc ce sera intercalé un petit peu au milieu de la présentation, de réponses à toutes les questions que vous nous avez formulées lors de votre inscription et également aux questions que nous ont formulées les personnes qui ont assisté à la session précédente. Et l'objectif étant, comme je vous ai dit, de faire de vous de super enquêteurs. Donc on va commencer. Donc comme je vous ai dit, moi je suis Marjorie Poitvin, je suis l'animatrice de l'enquête à la LPO. Donc c'est moi qui me suis chargée de développer cette enquête avec mes collègues et cette enquête s'est développée dans le cadre de l'année du hérisson qu'on a mis en place à la LPO l'année passée. Donc on a décidé de s'intéresser à ce petit animal qui fréquente nos jardins et qui est assez connu, même très, très connu du grand public, qui a un très fort capital sympathie puisqu'on ne rencontre pas beaucoup de problèmes avec le hérisson. Il est réparti absolument partout en France à part en haute montagne et c'est un auxiliaire des cultures. Du coup, c'est un animal qui nous permet d'aborder énormément de sujets de thématiques de la conservation, tout ce qui concerne la fragmentation des habitats, la régression des ressources alimentaires, la pollution, enfin voilà, vraiment tout ce qu'on peut aborder. Donc on a décidé de s'intéresser aux hérissons. Donc une première chose, c'est que vous pourrez trouver sur ces liens, donc Laurette, ma collègue, va les mettre dans la conversation. Vous pourrez trouver tout plein d'informations sur le hérisson. Alors vous inquiétez pas, le site LPO est momentanément indisponible, donc certains liens ne fonctionneront pas parce que, comme vous le savez, il y a des serveurs d'OVH qui ont brûlé la semaine dernière et nos sites en font malheureusement partie. Donc il y a certains liens qui ne seront pas accessibles tout de suite, mais ça va revenir dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, donc vous retrouverez tous les éléments là-dessus. Alors, connaître le hérisson en France pour mieux le protéger. Parce qu'actuellement, ce qu'on a en France, c'est qu'on a du hérisson, on sait qu'il est menacé, mais malheureusement, on ne sait pas combien il y en a, on ne sait pas s'ils sont en déclin. Beaucoup en déclin, pas beaucoup en déclin. C'est des chiffres qu'on n'a absolument pas. Nos collègues anglais mènent une étude un peu similaire à la nôtre, mais un peu plus poussée depuis 20 ans. Et eux, grâce à cette étude, ils ont réussi à mettre en évidence une diminution de 30% de la population de hérissons dans les zones urbaines et une diminution allant jusqu'à 50% de la population des hérissons en zone agricole, ce qui est quand même énorme. Il n'y a pas de raison que ce soit différent chez nous. Les menaces qui pèsent sur l'espèce sont malheureusement les mêmes. Comme je vous disais, fragmentation, collision routière, empoisonnement, pollution. Mais en attendant, ces chiffres, on ne les a pas en France. Donc c'est très difficile de pouvoir agir quand on nous demande, oui, mais est-ce qu'il est menacé? Comment il se porte? On n'a pas ces chiffres-là. Donc c'est pour ça que c'est le but de cette enquête. Le but de cette enquête, c'est vraiment de connaître la dynamique de population du hérisson en France, savoir si la population elle est en déclin ou en augmentation. Le but de l'enquête, ce n'est pas d'estimer la densité de population du hérisson ni la taille de la population du hérisson. On ne peut pas faire ça avec les données collectées. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en place un indicateur, comme vous pouvez le voir, là, c'est ce qu'ont fait nos collègues anglais, un indicateur au fil des ans, de savoir voilà, comment se porte cette population de hérissons. Donc voilà, donc pour le connaître, il faut le suivre et pour le suivre, quoi de mieux que de faire appel à vous, au grand public, aux amoureux de hérissons et pas que, à tous les gens qui sont de bonne volonté et qui ont envie d'aider. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette enquête nationale pluriannuelle puisqu'elle n'a pas de durée fixe pour l'instant, elle va durer plusieurs années. Les Anglais, eux, ça fait 20 ans qu'ils le font, alors ça vous laisse de la perspective d'avenir pour notre enquête. Donc on a développé cette enquête. Le protocole, comme je vous disais, n'hésitez pas au fil de la discussion à poser vos questions dans le chat. À la fin de la partie protocole, je m'arrêterai et Laurette lira toutes vos questions. Alors le protocole, vous le connaissez puisque techniquement, vous y avez déjà participé. Donc il s'agit de trouver un tunnel, donc soit de l'acheter, soit de le construire, de le poser dans son jardin ou ailleurs, 5 nuits de suite, plusieurs fois dans l'année. Chaque matin, d'aller voir s'il y a des empreintes qui ont été collectées, de prendre ces empreintes en photo, de les identifier, de les poster sur le site
et de participer à la validation des données des autres participants. La base du protocole, c'est celui-ci. L'idée, l'important, c'est de reproduire ces sessions d'observation, donc 5 nuits, plusieurs fois dans l'année, pendant plusieurs années. Parce que collecter des données une seule fois, une année, ne nous permettra pas de mettre en place cet indicateur d'évolution au fil des ans. Donc c'est vraiment, il faut garder à l'esprit qu'il y a cette idée de durée et d'investissement sur la longueur dans l'enquête. Donc voilà, comme je vous disais, le protocole le but de l'enquête, c'est pas forcément d'avoir du hérisson dans le tunnel. C'est pas, on se dit pas, alors je vais poser un tunnel dans mon jardin parce que je sais qu'il y a du hérisson. L'idée, c'est vraiment, même si on n'a jamais vu de hérisson, même si on ne sait pas s'il y en a, c'est de poser des tunnels dans plein de lieux pour suivre ces lieux et voir si dans ces lieux, le hérisson est présent, s'il se maintient au fil des années ou s'il disparaît petit à petit. Un exemple simple, mais alors comme je ne suis pas statisticienne, je ne suis pas mathématicienne, c'est vraiment pour essayer de faire comprendre les choses, donc c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais en gros, l'idée, c'est que si on a 1000 participants à l'enquête qui suivent 1000 lieux différents en France, si la première année, on voit du hérisson du hérisson est détecté dans 1000 tunnels, donc dans 1000 lieux. L'année d'après, sur 500 tunnels, et l'année encore d'après, uniquement dans 200 lieux, on estimera que le hérisson est en grave danger d'extinction pour le coup, pour cet exemple-là, et qu'il a perdu 80% de ses effectifs en 3 ans. L'idée, c'est d'étaler ça sur 5, 10, 15, 20 ans et voir ce qui se passe au fil du temps. C'est exactement ce qu'ont fait les Anglais, c'est exactement ce qu'on vous demande de faire et c'est grâce à votre participation qu'on pourra mettre en place cela. Donc voilà, le protocole, je ne vais pas aller plus loin parce que vous le connaissez déjà. Donc si vous avez des questions ou s'il y a déjà eu des questions dans le chat, merci donc soit de les écrire si ce n'est pas encore fait. Et Laurette, si tu as des questions, n'hésite pas à prendre la parole et à me les communiquer pour que je puisse y répondre. Bonsoir à tous. Actuellement, j'ai pas encore de questions. N'hésitez pas du coup à écrire vos questions dans la partie conversation. Ok, on continue et puis de toute manière, on prendra le temps de répondre même après, il n'y a pas de souci. Donc le matériel. Vous le savez, donc il faut un tunnel. Vous pouvez l'acheter soit à la boutique LPO, vous pouvez aussi le réaliser vous-même en suivant le tuto parce qu'il faut respecter certaines dimensions. C'est un tunnel qui fait 1 mètre de long par environ une vingtaine de centimètres de côté. Le tunnel qui est vendu est triangulaire. Le tuto qu'on a proposé pour le construire, c'est un tunnel qui est rectangulaire. Tout peut être imaginé. Donc, un petit exemple de ceux qui existent et des photos de tunnels qui existent déjà sur le site. Donc, tous ces tunnels-là sont des bons tunnels, on va dire. Donc, ça, c'est le tunnel qui est en vente. Donc, il y a des personnes, comme vous le voyez, qui mettent du scotch pour vraiment le rigidifier et le protéger. Il y a des personnes qui le construisent vraiment elles-mêmes, donc avec des cartons, du contreplaqué qui est entouré, par exemple, là, de toile cirée. Il y a des personnes encore plus ingénieuses qui ont fait un tunnel triangulaire avec une petite partie amovible pour pouvoir prendre et collecter plus facilement les empreintes et les croquettes. Il y a donc des tunnels en bois, des tunnels en polypropylène, comme celui qui est vendu. Il faut savoir qu'il y a des participants qui nous ont indiqué que les panneaux de permis de construire avaient exactement la bonne taille pour construire un tunnel. Donc, c'est bon à savoir. Il y a des personnes encore plus investies qui ont carrément fait des petits panneaux quand ils ont posé les tunnels dans des lieux publics ou dans la nature. Et on y reviendra. Parce qu'il y a beaucoup de questions concernant les chats et l'accessibilité du tunnel aux chats qui nous ont été formulées, de réduction de la taille d'entrée du tunnel. Donc ça, en l'occurrence, c'est acceptable puisque ça reprend à peu près les dimensions du tunnel de base. Par contre, ce qui est moins acceptable et ce qui malheureusement produit des données qui seront difficilement utilisables, c'est ce genre, non, c'est pas toutes les données faites par ces tunnels-là seront utilisables, mais il faut faire attention à comment on monte le tunnel. En gros, une petite précision, là, comme vous voyez sur la photo du milieu et sur les 2 photos de gauche, le tunnel, pour être bien stable, bien étanche et monter correctement, il faut que les petites languettes et la grosse languette, en gros, soient rentrées à l'intérieur du tunnel pour que le tunnel soit stable et étanche. Donc, ces petites languettes n'ont pas lieu d'être. Elles doivent être pliées et rentrées à l'intérieur. Il ne faudra pas hésiter à aller voir les tutos de montage de tunnel si jamais vous êtes dans un de ces cas-là, il ne faudra pas hésiter.
Après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un protocole scientifique, donc le matériel doit être le même ou à peu près le même pour tout le monde et surtout le tunnel doit avoir une accessibilité identique entre chaque tunnel, que vous le construisiez ou que vous l'achetiez. Et donc, ça, c'est ce que vous pouvez voir sur la photo de droite, l'idée est bonne puisque la personne a voulu réduire l'entrée pour éviter au chat d'entrer. Par contre, l'entrée est trop réduite, ça limite l'entrée ou ça effraie certains hérissons qui n'osent plus rentrer et du coup, malheureusement, les données produites là vont être difficilement utilisables. Il en est de même pour le tunnel en carton fait au milieu, là un petit peu à gauche, le tunnel blanc, où l'entrée est trop petite. Idem pour le tunnel en carton. Vraiment, tous les matériaux peuvent être utilisés, mais il faut faire attention à garder une entrée suffisamment grande, même si des chats rentrent, ce n'est pas grave, on y reviendra juste après. Donc voilà, pour le tunnel, c'est ce qu'il y a à savoir. Sur le matériel, on ne va pas y revenir parce que ça, vous le connaissez, il n'y a pas de choses mystérieuse. Par contre, la seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous construisez votre propre tunnel, il faut donc vous procurer de la poudre de charbon ou toute autre poudre pouvant servir à faire de l'encre. Il y a des personnes qui ont testé d'autres substances. Donc par exemple, ça c'est la poudre de charbon, ça fait vraiment de l'encre qui ressemble à de l'encre de Chine, bien liquide, très noire et très tachante malheureusement, si certains de vous ont expérimenté ceci. Par contre, il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées. Il y a juste quelques conditions à respecter. Il faut que la substance soit très très fine. Dès qu'il y a un petit peu de granulosité, ça fait de l'encre qui marque très mal. Il faut que la substance soit très foncée. Il faut qu'elle soit miscible à l'huile et non pas à l'eau, parce que l'eau ne fait pas des empreintes qui durent dans le temps et surtout qui sont assez foncées. Et il faut que ce soit naturel et non toxique, bien entendu, puisque les animaux vont marcher dedans. Donc, il y a des pigments naturels qui peuvent exister. Il y a de l'ocre assez foncé qui peut aussi être utilisé. De l'argile rouge, mais des fois, ça ne marche pas très, très bien. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à les partager. Voilà, on n'a pas des actions chez les fabricants de, de charbon. Donc, s'il y a d'autres idées, il ne faut pas hésiter. On est preneur d'alternatives pour les participants et on les partagera à tout le monde. Donc voilà sur l'encre. Concernant la plaque amovible, pareil, je ne vais pas m'y éterniser parce que vous la connaissez. Les deux petites choses qui doivent être notées cependant, c'est d'essayer de laisser un petit espace là, entre le bord du tunnel et les feuilles, pour les jours où il pleut ou par exemple où il fait très humide, ça évitera que la feuille soit totalement détrempée. Idem, le petit espace entre la feuille et le tampon encreur, pour éviter que par capillarité, l'encre qui est assez liquide aille percoler, on va dire, sur la feuille et fasse des grosses taches. C'est pour cela qu'on conseille à tout le monde de laisser une petite marge sans encre autour du tampon encreur pour éviter que ça déborde trop, même si des fois, ce n'est pas évident. Donc voilà. Concernant les croquettes, donc, elles sont posées au milieu dans un petit récipient. Et alors voilà, on arrive à un moment où beaucoup de questions nous sont parvenues sur ce sujet. Je choisis un lieu où poser mon tunnel. Alors, nous, ce qu'on conseille, donc le tunnel, il peut bien sûr être posé dans un jardin ou dans un coin de nature, laissé au choix du participant. Vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'est de suivre ce lieu pendant plusieurs années. Idéalement le long d'une structure linéaire, parce que c'est là que les animaux vont se déplacer, et clôture, muret, chemin, voilà, terrasse, dans un endroit sans danger et bien à plat. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui nous ont posé ces questions, à savoir, est-ce qu'il y a une période particulière où il n'est pas utile de poser le tunnel? Alors non, le tunnel doit être posé plusieurs fois par an et durant plusieurs années. Idéalement, nous, ce qu'on conseille, c'est de poser le tunnel 4 fois dans l'année, une fois à chaque saison. À vous de choisir la période que vous souhaitez, mais idéalement 4 fois dans l'année et sur plusieurs années. Et même pendant la période d'hibernation, même pendant l'hiver, parce que les hérissons ne dorment pas d'une traite pendant plusieurs mois, ils se réveillent de temps en temps, ils sortent, ils peuvent changer de gîte. Et du coup, ça nous permet d'avoir des données pendant l'hiver également et de voir un petit peu comment ça se passe pour les hérissons en hiver. On n'a pas du tout de données. On se demande, c'est certaines questions qu'on se pose et qui pourraient, et dont les données collectées par vous pourraient nous aider à répondre. C'est par exemple, est-ce que quand il y a un redout des températures en hiver, est-ce que les hérissons sortent un petit peu de leur phase d'hibernation ou pas du tout? C'est des informations qu'on n'a pas et les données que vous collectez peuvent nous aider à mieux comprendre cette espèce, même si ce n'est pas le but premier de l'enquête, ça nous aide vraiment à comprendre le hérisson. Donc,
poser le tunnel en hiver aussi, c'est important. Par contre, à l'inverse, poser le tunnel, nous, c'était une fois toutes les 6 semaines qu'on avait conseillé. C'est bien, hein, vous pouvez le faire, bien entendu, mais c'est peut-être contraignant de faire ça une fois toutes les 6 semaines. Donc 4 fois par an, c'est tip top. Si vous faites ça pendant 20 ans, alors là, vous serez des enquêteurs, mais alors du tonnerre. Voilà. Concernant le tunnel, est-ce qu'on peut mettre un autre appât que des croquettes? Alors, la raison de cette demande, c'est souvent que ça gêne les participants d'attirer les chats, voire les rats. Donc, d'autres types d'appâts sont envisagés par les participants. Alors, malheureusement, comme je vais essayer de vous le faire comprendre ou de vous l'expliquer au fil de cette présentation, c'est que c'est une enquête scientifique, même si les personnes qui collectent les données sont des non-scientifiques, c'est quand même une enquête scientifique. Et du coup, pour pouvoir être fiable, il faut que tous les dispositifs soient similaires partout. C'est pour ça que le tunnel doit être à peu près pareil et c'est pour ça que l'appât doit rester le même d'un tunnel à l'autre. Donc malheureusement, on ne change pas l'appât, on reste sur de la croquette. De plus, les croquettes sont super appétantes, ça sent fort, voire mauvais, ça se sent de loin et ça attire beaucoup les hérissons. Donc c'est très important. Même si ça attire les chats, c'est pas très grave, ils vont venir manger les quelques croquettes qu'il y a. Par contre, les croquettes sentent tellement fort que même s'il y en a pas, les hérissons viennent quand même visiter le tunnel. Alors on l'a constaté plusieurs fois, que voilà, même quand il y a plus rien, ils viennent, ils marchent dans la gamelle et ça fonctionne très bien. Donc voilà. Et par contre, l'idée, c'est pas de nourrir le hérisson, c'est pas de mettre 3 poignées de croquettes tous les soirs. C'est vraiment de mettre une petite dizaine de croquettes, ça suffit. Ça nourrira pas les chats errants, ça nourrira pas les hérissons, c'est vraiment juste attirer les animaux. Et concernant le choix de croquettes, alors voilà, on a le choix de la gamelle de croquettes, donc on nous a aussi demandé ça. Il n'y a pas de gamelle idéale. L'idée, c'est d'essayer de prendre plutôt un petit récipient type soucoupe de pot de fleurs, comme c'est sur l'image, ou alors bouchon de bocal de confiture, par exemple. Ça marche très bien à l'envers, ça a une forme, c'est pas très haut et ça, du coup, ça permet aux hérissons ça ne bloque pas le passage, donc ça leur permet de circuler tranquillement dans le tunnel. Et ça a fait qu'ils n'ont pas à escalader pour aller manger ce qu'il y a dedans. Donc vraiment, c'est voilà, quelque chose de plat et de pas très gros. Voilà. Et l'autre chose importante, c'est qu'on demande aux participants de ne pas mettre de croquettes en dehors de la saison de pause du tunnel. Et cela parce que ça risque de biaiser, de faire des erreurs d'interprétation des données. En gros, pour vous expliquer ça, l'idée, c'est de savoir s'il y a du hérisson dans les lieux qui sont suivis. Si les hérissons sont attirés artificiellement tout au long de l'année par de la nourriture artificielle, ça va créer ce que mes collègues qui analysent les données appellent des faux positifs, c'est-à-dire qu'ils vont être là artificiellement et du coup, ça risque de créer artificiellement une dynamique positive de croissance de la population de hérissons, alors que ce n'est pas le cas, c'est juste qu'ils seront attirés non naturellement à un endroit et du coup, ça va biaiser le protocole. Donc, on demande vraiment de ne pas proposer de croquettes en dehors de la session de pause, des sessions de pause. Autre chose sur le lieu de pause du tunnel. Est-ce que combien de temps on garde un emplacement de pause de tunnel? Tout le temps, 20 ans, 30 ans, non, je ne sais pas. Une fois qu'on a choisi un endroit, on le garde. L'idée, comme je vous disais, c'est de suivre un endroit. Donc, une fois que l'endroit est choisi et créé sur le site, on n'y touche plus et on repose le tunnel exactement au même endroit à chaque fois. Voilà, donc il ne faut pas le changer de place entre les sessions de pause. Et par contre, ce qui peut être fait, si vous le souhaitez, c'est de prêter votre tunnel, puisque si vous posez le tunnel 4 fois dans l'année, il y a une grosse partie du temps où il va être tout seul. Donc, vous pouvez tout à fait le prêter à des amis, à de la famille, pour qu'eux aussi fassent le protocole chez eux. Nous, c'est ce qu'on fait au bureau, on a quelques tunnels et on les prête aux salariés. Donc voilà, mais on ne bouge pas le tunnel. Autre question sur le protocole, est-ce que le fait de donner des croquettes pendant 5 jours ne risque pas de perturber le régime alimentaire du hérisson? Alors, comme je vous disais, déjà, l'idée, c'est pas de mettre un bol de croquettes, c'est d'en mettre quelques-unes, une petite dizaine. Donc déjà, ça limite les
perturbations possibles. La deuxième chose, c'est que le hérisson, il a un régime alimentaire qui est très varié. Il mange à la fois des insectes, des larves, des œufs, des cadavres, un petit peu des fruits accessoirement. Donc, il est assez résistant en termes alimentaires. Donc, lui donner une petite dizaine de croquettes 4 fois dans l'année, ça ne va pas le tuer. Donc, il n'y a pas vraiment de risque. Par contre, alors je me suis renseignée parce qu'on m'a demandé quelles croquettes choisir. Je n'en avais strictement aucune idée, donc j'ai demandé à mes collègues des centres de soins qui accueillent régulièrement du hérisson et qui leur donnent des croquettes enfin, entre autres des croquettes des fois quand ils sont en centre de soins, et qui m'ont indiqué que les croquettes au poulet étaient les plus digestes pour le hérisson et que les moins digestes, c'est le poisson et le bœuf. Donc voilà, faites ce que vous voulez de cette information, mais au moins, c'est ce que m'ont dit mes collègues. Donc voilà. Et quant à l'attraction des chats dans le tunnel, comment empêcher les chats de venir dans le tunnel? Ça, c'est une question qui revient très, très, très régulièrement. Et la réponse, c'est que vous ne pouvez pas, malheureusement, empêcher les chats de venir dans le tunnel. À part de réduire très, très, très fortement l'entrée. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que si vous faites ça, ça va biaiser le protocole et ça risque d'empêcher certains hérissons de rentrer. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de réduire la taille du trou d'entrée. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, ça, c'est une réduction qui est acceptable puisque ça reprend exactement la taille du tunnel initial qui est triangulaire. Donc, sur le tunnel, si vous avez acheté un tunnel, OK. Si vous l'avez construit vous-même, ce qu'il est possible de faire, donc ce petit système est assez rigolo. C'est un participant qui l'a fait. Je pense qu'il l'a amovible même. Sinon, vous pouvez juste mettre deux petites cales de bois sur le tunnel que vous avez construit de bois ou d'autres choses d'ailleurs, pour réduire un petit peu l'entrée. Ça n'empêchera pas tous les chats de rentrer. Quand ils veulent, ils y arriveront. Donc voilà, c'est une question qui malheureusement n'a pas de réponse. Nous, ce qu'on a fait, c'est que le fait que les chats visitent le tunnel est quelque chose qui a été accepté et intégré au protocole et aux analyses de données qui seront faites. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus si les chats viennent manger les croquettes avant le hérisson. Donc voilà, est-ce que vous avez quelques questions déjà sur le tunnel, l'emplacement, auxquelles nous n'aurions pas répondu pour l'instant? Alors oui, il y en a quelques-unes. J'ai une question assez précise par rapport qui relie plus à l'emplacement. C'est une personne qui me demande si on peut intégrer cette étude lors de la création d'une ATE. Alors apparemment, c'est aire terrestre éducative. Donc, c'est un petit espace naturel où des enfants s'initient à la biodiversité. Oui, ça peut tout à fait être intégré, ça peut vraiment être positionné partout. Nous, on a positionné des tunnels pour tester dans des réserves naturelles, voilà, pour suivre la présence du hérisson sur une réserve. Donc oui, ça peut tout à fait être posé vraiment partout. Il n'y a pas de limite, à la ville, à la campagne, dans des cimetières. On a toute une étude, nos collègues de Paris qui font des études sur les cimetières d'Île-de-France, qui ont posé des tunnels dans les cimetières. On a des écoles qui participent. Donc voilà, il n'y a pas de limite, à part la seule limite, c'est si vous avez un emplacement qui est totalement clos, mais vraiment totalement, totalement clos de murs, où il n'y a pas du tout d'espace même sous le portail, où là, ça n'a pas d'intérêt de poser un tunnel, puisqu'il n'y aura jamais de hérisson qui rentrera. Mais tous les autres lieux, vraiment, allez-y. Et j'ai une autre question par rapport aux croquettes. Le fait de disposer des croquettes, ça ne risque pas de fausser l'enquête dans le sens si ce sont des hérissons qui ne fréquenteraient pas le lieu d'habitude. Non, parce que justement, et c'est exactement pour ça qu'on dit de ne pas mettre de croquettes tout le temps. C'est que si on met des croquettes tout le temps, ils vont fréquenter le lieu de façon artificielle parce qu'ils sont attirés tout le temps par les croquettes. Alors que là, si on met juste un petit peu de croquettes, 5 jours de suite, 4 fois dans l'année, ils ne vont pas s'habituer à ce point de nourrissage. Ils vont vraiment venir là parce que c'est leur circuit, parce que c'est leur territoire, parce que ils sont passés par là, qu'est-ce que j'en sais. Et du coup, ils vont venir, ils vont sentir et ils vont aller voir. Alors que si on met des croquettes tout le temps, ils vont juste venir tout le temps parce qu'ils sont habitués à ce que là, il y ait de quoi manger. Et c'est là qu'il va y avoir un problème. Donc non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça a justement été réfléchi quand le protocole a été mis en place pour essayer de trouver un compromis entre, j'attire le hérisson quelque part, mais je ne l'habitue pas à y rester. Donc les 5 nuits consécutives, c'est un compromis pour cela et c'est pour ça qu'aussi on conseille, enfin on
dans les règles de pose du tunnel, c'est de ne pas poser le tunnel à plus de 6 semaines, à moins de 6 semaines d'intervalle. Donc si vous faites une session d'observation, il faut attendre 6 semaines pour recommencer, pour pas créer ce phénomène d'habituation de point de nourrissage dans un endroit donné. Donc voilà. Après, on verra bien ce que ça donne, hein. J'ai d'autres questions qui viennent d'arriver. Alors j'ai une personne qui demande, elle a plusieurs hectares de terrain, et s'il est possible de mettre plusieurs tunnels sur son terrain. Alors, je ne me suis pas appesantie là-dessus, mais il est possible de mettre plusieurs tunnels de manière simultanée à un endroit, à condition que ces tunnels soient séparés d'au moins 1 kilomètre. Donc, c'est à vous de voir si votre terrain est assez grand. Il faut que les tunnels soient séparés d'au moins 1 kilomètre parce que les hérissons parcourent 1, 2, 3 kilomètres par nuit en fonction de leur sexe et de la période de l'année. Donc, ça ne sert à rien de mettre 4 tunnels dans un petit jardin, ce sera le même hérisson qui sera détecté. Donc même si le but, c'est pas de compter les hérissons, ça n'a vraiment pas d'intérêt, à part de leur fournir encore plus de croquettes. Donc si les terrains sont assez grands, il est possible de poser simultanément 2 tunnels en même temps à 1 kilomètre de distance. Si par contre, vous voulez poser plusieurs tunnels les uns à la suite des autres, donc par exemple, vous faites une semaine à un endroit et une semaine à un autre endroit, il faut aussi que ces tunnels soient distants d'au moins 500 mètres, au moins, voire plus, pour pouvoir poser simultanément plusieurs tunnels dans des endroits différents. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer de suivre des lieux sur le long terme. Donc, si il y a des gens super motivés qui ont envie de suivre plusieurs lieux, surtout ne vous gênez pas. Par contre, il faut qu'ils soient assez distants pour que ça ait un quelconque intérêt et que vous ne perdiez pas juste du temps à aller poser des tunnels, quoi. Voilà. Alors j'ai une personne qui demande une précision, si c'est bien le cas, si l'encre doit être renouvelée tous les soirs. Alors ça dépend, c'est à vous de juger. Moi, je sais que sur les tunnels que j'ai posés, l'encre était, largement suffisante pour quasiment une semaine, enfin pour quasiment les 5 jours. Quand l'encre est assez liquide, qu'elle est assez, qu'on en a mis une quantité suffisante, normalement, c'est pas nécessaire. Par contre, s'il y a eu beaucoup, beaucoup de passages, ce qui arrive des fois dans certains tunnels, il faut regarder. Globalement, voilà, c'est à vous de juger. Il n'y a pas d'obligation. Ce qui est obligé, et du coup, on va juste enchaîner, puis on reprendra les questions, c'est ce que je vais vous dire là, c'est-à-dire que le matin, il faut venir installer les feuilles et l'encre quand vous venez récupérer les feuilles le matin. Et le soir venu, vous mettez les croquettes. L'idée, c'est de ne pas mettre les croquettes le matin quand vous venez relever vos empreintes, parce qu'il y a des risques, il y a de forts risques, que dans la journée, un animal passe manger les croquettes. Et du coup, les hérissons ne sortant que la nuit, ce serait dommage qu'il n'y ait vraiment plus rien. L'idée, c'est le matin, le soir, vous regardez s'il y a assez d'encre, vous en remettez si c'est nécessaire, vous mettez les croquettes, et le matin venu, vous venez, vous récupérez les feuilles, s'il y a des empreintes, vous mettez des nouvelles feuilles. Et du coup, c'est faire ce petit cercle-là pour éviter de mettre des croquettes le matin. Alors, le matin. Le soir, quand j'entends le soir, c'est pas forcément à 23h, hein. Il y a des personnes qui participent sur leur lieu de travail, elles font ça en partant du lieu de travail le soir vers 17h, 17h30. C'est tout à fait convenable, et pareil le matin, pas besoin d'aller relever les feuilles à 6h du matin tous les matins, hein. Donc voilà, il y a pas, faut faire en fonction de vos contraintes aussi. On n'est pas esclave du protocole. Donc voilà, et alors vous l'avez peut-être pas vu, mais voilà, peut-être que vous avez la chance d'avoir observé des empreintes de hérissons. Donc, on voit que les hérissons sentent ce qui se passe à l'intérieur du tunnel et que ça les incite à rentrer. Donc, c'est pour ça qu'il faut un appât qui soit assez appétant. Les croquettes, ça fonctionne bien parce que ça sent mauvais et fort. Il y a d'autres types d'appâts, notamment les noisettes, qui sont appréciées aussi du hérisson, mais qui sentent vraiment pas beaucoup. Et du coup, ça attire pas assez les hérissons dans le tunnel et souvent ils passent à côté. Donc, c'est pour ça qu'on reste sur des croquettes. Donc, on prendra juste les questions à la fin. Je vais juste vous représenter le déroulé et puis bon, on répondra aux questions juste après. En gros, si aucune empreinte n'a été observée, bon, bien sûr, vous laissez les feuilles en place. Vous n'allez pas prendre des photos de feuilles blanches. Par contre, si des empreintes ont été observées sur au moins une des feuilles, il faut récupérer donc les 2 feuilles, y noter la date, si ça peut être plus facile pour vous, parce qu'il y a des personnes qui font la saisie uniquement une fois toutes les nuits terminées. Donc, ça permet de savoir exactement quelle feuille a été collectée quel jour. Et de prendre en photo les 2 feuilles côte à côte. Alors, on va revenir sur ça, justement. En gros, la photo idéale,
c'est celle qui est présente à l'écran, c'est-à-dire les 2 feuilles l'une à côté de l'autre, sans espacement au milieu et avec le moins possible de contours et de débordements autour. On n'a pas forcément envie de voir la table du salon, le canapé, les pieds et le reste. Donc c'est essayer de faire au mieux. Alors, il y a eu donc on va revenir sur ça, il y a eu des personnes qui, ont saisi des photos, qui se sont révélées être très, très floues sur le site, très pixelisées. Donc on a mis du temps à trouver l'origine du problème et on s'est aperçu que ce problème, venait des personnes qui saisissent leurs observations depuis un smartphone. Donc ça a maintenant été résolu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été un petit peu frustrées au début et on le comprend tout à fait parce que leurs photos toutes belles, se sont retrouvées, toutes pixelisées une fois à l'écran et on ne pouvait pas identifier les empreintes qu'il y avait dessus. Donc ça a été corrigé, on s'excuse de ce problème. Voilà, ça arrive, c'est pas, tous les sites ont des bugs. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire ça. Alors bon, sur l'identification, ce ne sera pas le but de ce soir, mais en gros, donc une fois que vous avez mis votre photo, vous allez donc choisir la plus belle empreinte, et aller cliquer dessus et dire ce que vous pensez, à quelle espèce vous pensez qu'elle appartient. Une chose à garder à l'esprit, c'est que là, il y a des empreintes, c'est bien, on est content généralement quand le matin on voit ça. Il y a beaucoup de matins où on verra rien, où il n'y aura pas d'empreintes, il y aura des feuilles vides. L'important, et ça c'est vraiment quelque chose de primordial dans cette enquête, c'est que même les données vides, les données dans lesquelles il n'y a pas d'empreinte, sont aussi importantes que les données avec des empreintes. Parce que s'il y a 5 nuits où vous posez le tunnel et où il y a 0 empreinte de hérisson, ça veut dire qu'il n'y a pas de hérisson dans le coin, qu'il y a une forte probabilité qu'il n'y en ait pas. Donc, c'est très, 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 très important de saisir ces données vides, ces données d'absence d'empreinte. C'est très difficile à comprendre, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mais voilà, c'est des données, alors c'est super frustrant, on est d'accord. On a des tunnels dans lesquels ça fait 4 fois qu'on les pose et il n'y a rien, mais au moins on est content de savoir qu'il n'y a rien à cet endroit-là et peut-être que dans un an, qui sait, on verra apparaître des petites pattes. Donc, c'est vraiment important de saisir ces photos. Ces données vides. Alors, il n'y aura pas de photos, bien sûr, associées. Et donc, comme je vous disais, donc chaque jour, on choisit la plus belle empreinte, approximativement. Et ce qu'on ne veut pas, c'est ce genre de choses. Donc, sur le site, vous voyez, il y a une grille qui s'affiche sur le site quand vous allez saisir. Il faut que la photo prenne la totalité de l'emplacement. Donc, il faut zoomer avec la petite barre de zoom qui est en dessous de la grille pour adapter la photo à la grille. Ça, c'est pareil, c'est le genre de photos qui sont plus difficilement interprétables. Donc, ce qu'on veut, c'est les 2 feuilles l'une à côté de l'autre. Idem pour ça avec la photo qui est décalée. Alors, je comprends tout à fait le pourquoi cette personne a fait ça. C'est pour avoir une empreinte, là, l'empreinte de chat en l'occurrence, qui est bien positionnée dans un carré. Ça ne nous intéresse pas, le fait que l'empreinte soit bien positionnée dans un carré. Je vous explique pourquoi. Déjà, les participants et nous, les responsables du programme, nous ne nous focalisons pas uniquement sur une empreinte. Ce qu'on regarde, c'est la totalité de la feuille pour voir un petit peu le cheminement de l'animal, voir s'il n'y a pas une empreinte qui est un petit peu mieux. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ce que l'empreinte soit bien au milieu d'une case. Et pourquoi est-ce que c'est important de saisir sa photo de cette manière-là? C'est pour avoir une idée de la taille des empreintes que vous avez collectées. C'est-à-dire que quand les 2 feuilles sont bien prises côte à côte et qu'elles prennent la totalité de l'espace qui est prévu sur le site, ça permet, nous, de savoir approximativement la taille des empreintes, d'avoir une échelle. Et c'est super important de savoir à peu près la taille des empreintes pour identifier avec certitude l'espèce à laquelle elles appartiennent. Des fois, c'est évident, on ne se pose pas la question, mais des fois, il y a des empreintes qui posent question et c'est grâce à la taille qu'on arrive à savoir un petit peu de quelle espèce il s'agit. Donc, c'est vraiment important d'essayer de faire ça. Alors, effectivement, des fois, sur les smartphones, ce n'est pas hyper évident de le faire, on s'en est aperçu. Ça marche beaucoup mieux depuis un ordinateur, mais voilà, il faut pas hésiter à essayer. Il y a une barre pour zoomer en dessous et une barre pour, faire tourner la photo et la mettre dans le bon sens. Donc voilà, après que les empreintes aillent vers le haut, vers le bas, peu importe. Ça, par contre, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut, c'est que les photos soient bien dans la zone prévue à cet effet.
Donc voilà. Des petites questions sur ça et puis on reviendra, si vous voulez, sur les petites questions météo juste après. Laurette, des petites questions? Oui. Alors, j'ai des petites questions, mais c'est plus par rapport vraiment à reconnaissance d'empreintes de certaines espèces. Bah ok, si on peut en prendre une ou deux, mais on va pas faire trop D'accord. là-dessus. Mais vas-y. Alors, j'ai deux questions. Premièrement, j'ai par rapport à une personne qui n'arrive pas à reconnaître à distinguer en fait les empreintes entre la belette et le rat. Alors, la belette, déjà, c'est très, très rare. C'est vraiment très, très, très rare. Pour le coup, on n'en a encore jamais vu en piège, en tunnel à empreinte pour l'instant. La belette, c'est très petit. L'empreinte de belette se rapproche plus de l'empreinte d'une souris que de l'empreinte d'un rat. L'empreinte d'un rat est de la taille d'une empreinte de hérisson quasiment, donc beaucoup plus grosse. Et la différence majeure, enfin, en plus de toutes celles que je viens de vous citer, c'est que la belette a les mêmes empreintes à l'avant et à l'arrière. Alors que le rat, c'est une des quelques espèces auxquelles on s'intéresse dans ce protocole, qui a des empreintes différentes à l'avant et à l'arrière. Alors ça tombe bien que vous posiez cette question parce qu'on est en train de vous préparer un nouveau guide de reconnaissance des empreintes sur encre avec justement un focus sur les empreintes de rat parce qu'elles sont souvent confondues avec des empreintes de hérisson. Donc je vous invite à aller voir sur le site d'ici une semaine quand on aura mis une nouvelle actu avec ce guide de reconnaissance et de distinction des empreintes de rat, on va dire. Une autre question, alors là c'est plus la reconnaissance entre le hérisson et le chat. Ah, alors, le hérisson, c'est bête à dire. Alors, moi, ça me paraît évident, mais au début, ça ne l'était pas. En gros, là, vous voyez sur la photo qui est à droite, il y a du hérisson et du chat. Le hérisson, si vous regardez les empreintes du haut, j'espère que vous voyez ma souris bouger. Peut-être que vous, ça ne vous parlera pas, mais moi, je trouve que les empreintes de hérisson ressemblent à des petites empreintes de main. Des petites empreintes de main un peu potelées avec des doigts. Un peu des empreintes humaines. Il y a souvent ces 3 doigts devant et ce petit doigt sur le côté là qu'on voit apparaître, vraiment voilà, petit doigt là, petit doigt là, petit doigt là. Le chat, c'est pas du tout ça. Le chat, c'est ça. C'est beaucoup plus mastoc, c'est beaucoup plus, je sais pas quel mot trouver, c'est plus c'est plus étalé. Il y a vraiment les 4 empreintes de doigts qui sont bien réparties sur l'avant et qui sont beaucoup plus grosses. Là, vous voyez vraiment la différence entre du chat et du hérisson. Mais voilà, je vous invite à regarder le tuto qu'on va mettre sur le site très prochainement pour ces questions-là. Et j'ai deux mêmes questions, deux personnes qui demandent si toutes les empreintes de chaque espèce seront analysées ou pas. Alors, on va y revenir, mais toutes les empreintes déjà seront validées ou pas. On va en parler. Donc, les participants doivent valider aussi les autres identifications des autres participants. Et pour l'instant, donc nous, on se focalise uniquement sur le hérisson parce que c'est le but de l'enquête. Il s'avère que c'est l'espèce la plus facile à reconnaître en termes d'empreintes, donc tant mieux. Les autres empreintes, pour l'instant, on ne va pas les analyser vraiment de manière poussée. On va voir, je ne vous cache pas qu'on va voir aussi ce qu'on va collecter. C'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait chez nous, de travailler sur des enquêtes à base d'empreintes comme ça. Donc, on va voir ce qu'on collecte en termes de données et ce qui peut être fait avec ces données un petit peu d'autres espèces annexes. Ça peut être intéressant de voir voilà, s'il y a de la fouine, s'il y a de la belette, s'il y a du chat, ça. Mais c'est des espèces. On va voir au fur et à mesure du temps ce qu'on va pouvoir en faire. Pour l'instant, on n'a pas encore d'idée à part juste peut-être voir où sont présentes ces espèces-là, mais je pense que ça restera quand même très anecdotique. On verra. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. C'est tout pour le moment. Et on continue parce qu'on a eu des questions météo. Est-ce que lors de fortes pluies avec du vent, s'il n'y a pas d'empreinte, est-ce qu'il faut prolonger l'expérience d'un jour dans ce cas-là? Donc non.
Peu importe si effectivement au milieu de votre, session de pause de 5 jours, ben, il s'est mis à faire une tempête, le protocole ne dure que 5 jours. Il ne faut pas le prolonger un jour de plus ou l'arrêter un jour avant. Ça, bah, ça biaise les données et ça ne respecte pas, comme je vous disais, l'homogénéité de tous les endroits et de toutes les manières de faire. Il faut vraiment que ce soit 5 nuits de suite dans le lieu qu'on a choisi, peu importe la météo qu'il fait. Par contre, il n'y a pas de conditions météo à privilégier. Vous pouvez faire ça à n'importe quel moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement essayer d'éviter la période de pluie. Si vous n'avez pas commencé une session de pause et qu'il est prévu une tempête dans les 3 jours qui viennent, vous pouvez bien évidemment vous dire bah, que vous allez décaler votre pause et que vous ferez ça plutôt dans une semaine. Ça, il n'y a pas de souci. De toute manière, quand les données seront analysées, cette question météo sera prise en compte puisque toutes les archives météo sont disponibles pour que nous, on puisse les ajouter dans nos analyses. Et donc, l'effet météo sera bien entendu pris en compte dans les analyses de résultats, des analyses de données qui seront faites par les scientifiques. Voilà, donc on en arrive à ce que je vous disais juste à l'instant, c'est-à-dire que cette enquête, elle repose sur la contribution des participants pour valider les données des autres personnes. Donc 3 données validées par 3 personnes à chaque fois je dis pareil. Une donnée validée par 3 personnes différentes entraîne la validation définitive de la donnée. Vous avez donc la possibilité d'aller valider les données des autres participants, de vous faire valider vos données, mais vous pouvez aussi aller suggérer de nouvelles identifications si vous pensez qu'une personne s'est trompée et a confondu du chat et du hérisson, par exemple. Vous pouvez aller lui dire, bah voilà, je suggère une nouvelle identification, je suggère que là, c'est du chat et pas du rat, et pas du hérisson. Et il y a aussi la possibilité d'identifier des empreintes oubliées, parce qu'il arrive que des fois, et ben, on voit le hérisson parce qu'on est focalisé là-dessus et on ne voit pas qu'à côté, il y a une petite empreinte de belette, par exemple, ou plus souvent de micro-mammifères ou d'oiseaux. Donc, on peut aller aussi identifier des nouvelles choses sur les participants des autres personnes. Donc, les choses à retenir avant qu'on passe vraiment à la grosse session de questions, c'est qu'il s'agit d'un protocole scientifique qui doit être suivi à la lettre, sinon les données ne seront pas valables et ce serait bien dommage que vous vous soyez investi, que vous ayez acheté ou construit un tunnel et que vous ayez passé du temps à aller collecter des empreintes, saisir tout ça pour que derrière on puisse rien en faire. Ce serait vraiment très dommage. L'enquête dure toute l'année, donc comme je vous le disais, printemps, été, automne, hiver, au moins pendant 5 à 10 ans. On verra après ce qu'on en fera en fonction des données collectées et des analyses qu'on aura faites. Mais ce n'est pas au bout d'un an qu'on aura des données, puisque comme vous l'avez compris, on y reviendra avec d'autres questions, c'est au bout de plusieurs années qu'on arrivera à mettre en place cet indicateur de tendance. Le but de l'enquête n'est pas forcément d'avoir du hérisson dans le tunnel. Les données nulles, les données vides, sans empreinte, sont aussi importantes que celles avec du hérisson qui a été détecté. Donc, c'est important d'aller les enregistrer sur le site, qu'il y ait des empreintes ou pas. Le tunnel peut être posé absolument partout, comme je vous disais, à part dans les lieux 100% clos dans lesquels ça ne sert à rien puisqu'on sait que les hérissons ne pourront pas rentrer. Alors, à noter que une petite douzaine de centimètres suffit à laisser passer un hérisson. Donc souvent, sous les portails, ils arrivent à se faufiler. Donc faut pas, voilà, des fois, il y a des surprises, les gens pensent que c'est pas possible, mais en réalité, si, ils arrivent quand même à se faufiler. Et le protocole ne doit pas être mis en œuvre que dans des lieux où l'on sait que la présence du hérisson est avérée. Même si vous n'en avez jamais vu dans votre jardin ou ailleurs, c'est très intéressant d'aller poser ce dispositif justement. Et la participation sur le long terme est bien sûr très importante. C'est limite même primordial, comme je vous disais, de suivre pendant plusieurs années. Il ne faut pas arrêter le protocole si on n'a pas d'empreinte, même si c'est un petit peu déprimant, on continue. Il ne faut pas déplacer le tunnel, même si on n'a pas d'empreinte. On suit un lieu donné. Alors, vous pouvez le déplacer, bien entendu, d'1 mètre ou 2 si vous vous apercevez que là, c'est mieux que là. Mais si vous avez 3 hectares de terrain, il ne faut pas le mettre à côté de la maison et puis à la saison d'après, 2 hectares plus loin, au bord de la forêt, par exemple. Il est obligatoire de se doter d'un tunnel pour participer. Alors, ça avait beaucoup de personnes au lancement de l'enquête nous ont posé cette question. Les données qui nous intéressent, nous, c'est les données collectées avec ce protocole-là. Les autres données ne nous intéressent pas dans le cadre de ce protocole. Par contre, toutes les données opportunistes de hérissons que vous pouvez faire à tout moment dans votre jardin
ou ailleurs peuvent être bien sûr enregistrés sur le site donc Fun France, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une base de données sur laquelle vous pouvez rentrer toutes les observations que vous faites de tout, insectes, mammifères, voilà, tout ça, sauf les plantes. Donc vous pouvez bien sûr aller saisir vos observations opportunistes de hérissons sur cette plateforme. L'appât ne peut pas être remplacé par des noisettes ou par des verres de farine ou quoi que ce soit d'autre. Et normalement, vous vous engagez à ne pas nourrir les hérissons en dehors des sessions de pause pour toutes les choses que je vous ai déjà expliquées. On va parler du site. Est-ce que vous avez d'autres questions pour l'instant ou est-ce que j'enchaîne sur le site? Tu peux enchaîner. Eh bien, c'est parti alors. Alors, le site, il est composé de différentes parties. Vous le connaissez, normalement, vous avez déjà participé. Il y a toute la partie en haut qui donne, vous pouvez trouver des conseils sur le hérisson, quoi faire si j'en croise un, comment aménager mon jardin, le cycle de vie du hérisson. Vous pouvez aussi trouver donc toutes les actus qui sont en bas de la page d'accueil, où vous pouvez suivre voilà, un peu ce qui se passe pour le hérisson, pour l'enquête. Il y a une page YouTube, donc Laurette a dû vous mettre normalement les liens dans le chat, sur laquelle on met régulièrement donc, des tutoriels. Le dernier en date qui va être publié tout prochainement, c'est comment justement valider et contribuer à la validation et à un petit peu la vie du site dont je vais vous parler juste après. Donc voilà, ces tutos sont là pour vous aider. Et bien sûr, l'enquête mission, l'adresse mission.hérisson@lpo.fr est également à disposition des participants pour poser vos questions, dire si vous avez un problème, si vous n'êtes pas content. Voilà, on est là pour répondre. Donc voilà, comme je vous disais, le site, il est collaboratif. C'est les participants qui valident les observations entre eux. Et bien sûr, nous aussi, hein, donc Laurette qui est là a passé des heures et des heures à parcourir tout le site pour valider toutes les observations. Donc, on est là aussi, nous, pour le faire, mais on compte sur les gens, sur les participants. Le plus important, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de valider les observations de hérissons. Comme c'est le sujet de l'enquête, c'est vraiment les plus importantes. Du coup, ça veut dire qu'il est important de revenir sur le site de temps en temps pour voir s'il s'est passé des choses avec vos données. Si des gens vous ont suggéré de nouvelles identifications, si vos données ont été validées, si vous avez des commentaires qui ont été potentiellement faits sur vos observations. Donc là, par exemple, ça, c'est des notifications qui arrivent sur mon compte. Et par exemple, sur cette observation, la personne a identifié ça comme « je ne sais pas ». Donc, c'est possible hein, sur le site. Quand on ne sait pas, on le dit, il n'y a pas de souci. Et nous, on est là pour venir suggérer justement des nouvelles identifications. Donc, dans ce cas-là, c'est j'ai une autre identification à proposer et je vais suggérer que le « je ne sais pas », c'est en réalité du rat. Et donc, Diego Fredep recevra une notification disant que Marjorie de la mission Hérisson a suggéré que c'était du rat et il va pouvoir aller accepter cette suggestion et donc réidentifier l'espèce en question. Donc là, par exemple, voilà, c'est du rat. Des personnes ont déjà fait des suggestions et donc, vous pouvez aller les accepter. Alors, vous n'êtes pas obligé de les accepter si vous jugez que la personne dit des bêtises. Par contre, souvent, quand 2 ou 3 personnes vous suggèrent la même espèce, bon, c'est que c'est la bonne espèce. Donc, il ne faut pas hésiter à aller accepter la suggestion qui est faite. Vous pouvez aussi donc valider les observations des autres et voir vos observations validées. Donc, dans ce cas-là, c'est je confirme cette identification et au bout de 3 validations par 3 personnes différentes, la donnée est définitivement validée. Donc, voilà. Alors, concernant le site, je voulais vous faire un petit point là-dessus. Il y a des dysfonctionnements qui ont été constatés, des blocages, des arrêts prématurés des sessions d'observation. Voilà, il y a des choses qui se passent comme sur tout site. Je voulais vous donner une petite explication si vous y avez été confronté. En gros, le site est assez complexe. Ce n'est pas juste un site où on met du contenu. C'est un site où il y a tout le processus de validation qui est derrière, qui est assez compliqué, qui nécessite beaucoup de liens entre beaucoup de choses. Et donc, des fois, il y a des coquilles qui se passent et qui font bugger le système. Donc,
c'est aussi le fait que le site soit en lien avec d'autres sites qui sont gérés par Mosaic, donc qui est la structure qui a mis en place le site de la mission Hérisson. Et tous ces sites étant liés entre eux, des fois, il y a une modification qui est faite sur un autre site et qui crée un dysfonctionnement sur le site Hérisson. Et la dernière chose, c'est que nous, on n'est pas beaucoup, on est 2-3, et que c'est difficile pour nous de tester toutes les fonctionnalités et de découvrir où sont les problèmes. Comme je vous disais tout à l'heure, le problème avec le smartphone, par exemple, il nous a fallu très longtemps pour le découvrir parce qu'on ne fait pas de saisie sur smartphone chez nous. Et c'est grâce aux participants qui nous ont signalé des problèmes qu'on a pu se dire, tiens, le problème vient du smartphone. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide. Alors, on est conscient que quand vous rencontrez un problème, c'est super énervant, c'est décourageant, moi la première, mais c'est pas très grave. Dans tous les cas, gardez vos observations, envoyez un mail à cette adresse-là en décrivant votre problème et on vous répondra. Alors, pas forcément la minute qui suit, mais on vous répondra. Et c'est grâce à vous et c'est grâce au signalement des problèmes que vous nous faites qu'on arrive à les identifier et à les résoudre. Et qui, du coup, c'est grâce à ça qu'ils ne restent pas pendant des jours et des jours sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas, dès que vous avez un problème, dès que vous constatez un dysfonctionnement, à nous le décrire à cette adresse pour qu'on puisse le corriger. Si également vous avez des bidouilles, ce que j'appelle. Vous avez trouvé comment contourner certaines fonctionnalités manquantes du site, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, ça nous intéresse parce que ça nous intéresse de connaître les bidouilles et ça nous intéresse aussi de savoir quelles sont les fonctionnalités manquantes. On ne va pas les développer tout de suite, mais on garde tout ça dans un fichier et le jour où on fera des améliorations sur le site, on reprendra ce fichier avec toutes vos idées et puis on réfléchira autour de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter les dysfonctionnements si vous y êtes confrontés. Voilà, ne vous découragez pas, écrivez-nous, on vous répondra. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que là, je vais passer à ma session questions-réponses sur toutes les questions qui nous ont été envoyées et que je n'ai pas réussi à intégrer à la présentation précédente. Laurette? Alors là, actuellement, non. J'ai juste une personne par rapport au site internet qui nous dit que pour accepter une suggestion, ça ne marche pas sous Firefox. Ah, alors ça, c'est à noter, effectivement. Ça me paraît étrange. Je ne remets pas du tout en doute ce que vous dites. C'est juste que je travaille sur Firefox et que moi, ça fonctionne. Mais vraiment, n'hésitez pas. Si vous êtes dans ce cas, écrivez-nous un mail pour nous dire, voilà, vous êtes madame ou monsieur machin, et vous avez ce problème-là. Et nous, on essaiera de regarder. Au pire, on vous recontactera et on essaiera de voir d'où vient le souci. Si effectivement, il y a un problème, il faut qu'on l'identifie. Donc, écrivez-nous, vraiment. Ça m'intéresse. J'ai une question alors, j'ai effectué des relevés au mois de novembre, mais pour diverses raisons, je n'ai pas entré les photos sur le site. Est-ce que je peux le faire maintenant? Si oui, est-ce que cela sera validé? Oui, vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de limite de date pour saisir. Quand vous participez, vous pouvez soit saisir au jour le jour, soit saisir tout à la fin, soit si vous avez envie, vous pouvez tout saisir 3 mois plus tard. Faut juste bien noter la date sur vos feuilles, mais il n'y a pas de. Alors après, il ne faut pas saisir 6 ans plus tard non plus, parce qu'entre-temps, on va travailler un petit peu avec les données. Mais non, vous pouvez tout à fait saisir vos observations, il n'y a pas de souci. Et je n'ai pas d'autres. Oui, tu peux continuer. Donc voilà, quelques questions qui nous sont parvenues et qui peut-être vous éclaireront. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé si on avait des résultats sur l'enquête. Donc non, pour l'instant, c'est trop tôt. Comme je vous ai dit, le but de cette enquête, c'est d'étudier l'état de santé de la population de Hérisson au fil des années. Donc, il nous faut plusieurs années. L'enquête, elle a été lancée en juillet de l'année dernière. Donc là, ça fait 9 mois. Donc, c'est un petit peu trop tôt. On ne pourra pas faire des analyses fiables avec uniquement ces données-là. Il nous faut des données sur plusieurs années. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est des analyses descriptives, de savoir combien on a eu de participants, où est-ce qu'ils sont, un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que là, je vais vous montrer en avant-première
Une chose qu'on n'a pas encore diffusée parce que, on refera de la communication autour de cette enquête dans quelques jours, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après et on a commencé à regarder un petit peu, voilà, qui sont les participants, combien on en a eu, où est-ce que sont disposés les tunnels. Donc cette petite infographie, qui n'est pas terminée encore, je tiens à le préciser, sera, publiée prochainement et donc en gros, en termes de résultats descriptifs, pour l'instant, on a eu à peu près un petit peu moins de 5 000 empreintes qui ont été collectées, toutes espèces confondues, plus de 800 participants, sachant qu'on a des participants qui saisissent beaucoup, qui ont différents emplacements de tunnels. Par exemple, on a nos collègues de l'ARB Île-de-France qui travaillent sur un protocole sur les cimetières et qui suivent une soixantaine de cimetières avec des tunnels. Donc voilà, on a quasiment 1000 lieux qui sont suivis partout en France. Donc vous pouvez voir la carte de répartition. Alors, les icônes sont assez grosses, donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en réalité, il y en a pas tant que ça. Bon, même si 1000 en quelques mois, c'est déjà top. Franchement, si les 1000 personnes participent pendant plusieurs années, ce sera juste fabuleux. Donc on a des tunnels, comme vous pouvez le voir, avec du hérisson, sans hérisson, dans des jardins, sans jardin, ce qui équivaut à 6000 nuits de suivi, tout mis bout à bout, donc c'est top. Et il y a 60% des tunnels qui ont détecté du hérisson. Quand on regarde les endroits où sont posés les tunnels, on voit que presque la moitié est posée dans un environnement urbain. 150 dans une zone agricole, 150 à peu près pareil dans des prairies et 70 dans les zones forestières, sachant qu'on a une grosse partie de autres, parce qu'il y a cette possibilité-là, si vous avez bien vu dans le descriptif de votre lieu de pause. Donc, on va peut-être revenir là-dessus parce que le autre, nous, on aimerait bien savoir ce que c'est en réalité. Voilà. Et sur le pourcentage de tunnels qui ont détecté du hérisson par type de milieu, on s'aperçoit que les données que vous avez collectées ne sont pas aberrantes. Heureusement, on est bien content de le découvrir. C'est qu'on s'aperçoit que en zone urbaine, vous m'excuserez, il manque un E à urbaine, 71% des tunnels ont détecté du hérisson, contre seulement 50% en zone agricole et 38% en zone forestière. Et ça correspond exactement à ce qu'on connaît déjà sur le hérisson, à savoir que le hérisson, il est plus présent actuellement en zone urbaine et périurbaine qu'en zone forestière ou en milieu agricole où ils trouvent de moins en moins de quoi manger, de quoi s'abriter. Actuellement, le hérisson, il est présent en zone urbaine et périurbaine parce que c'est des endroits où il y a moins de pesticides, où il y a plus de haies, plus d'endroits où trouver pour faire un gîte et plus d'endroits où trouver de quoi manger. Et aussi, un des facteurs qui explique cette répartition urbaine, on va dire, du hérisson, c'est que le plus gros prédateur du hérisson, le plus gros prédateur naturel, j'entends, c'est le blaireau, et que le blaireau ne s'approche pas ou pas autant des zones urbaines, et donc du coup, le hérisson il est plus en sécurité. Alors, je dis ça avec un gros attention, le blaireau ne menace pas le hérisson. Le blaireau est un prédateur naturel du hérisson. Voilà, c'est juste que le hérisson, il trouve qu'il y en a moins près des hommes, donc il est bien content. Donc voilà, donc on est déjà content d'avoir ces quelques données qui sont vraiment du descriptif. On espère mobiliser encore plus de gens dans les mois qui viennent pour avoir un pool de lieux suivis, de plusieurs milliers de lieux suivis partout en France et pouvoir ainsi continuer pendant plusieurs années à suivre ces lieux et à mettre en place cet indicateur. Sur les différentes questions qui nous sont arrivées, il y a notamment la question: «Je n'ai récolté que des traces de chats alors que j'ai déjà observé des hérissons dans mon jardin, parfois même les jeunes. Y a-t-il une période préférable pour poser ce tunnel à empreintes, sachant que je l'avais posé en août?» Donc non, ce que je vous disais, c'est que le tunnel, il peut être posé tout le temps, idéalement une fois par saison. Et cette question, ça permet vraiment d'aborder, de mettre en évidence le fait qu'il faut participer plusieurs fois par an et sur le long terme parce que, des fois, ça arrive. S'il y a du hérisson qui est présent, il n'est pas détecté par le tunnel. Ça peut arriver, hein, il n'y a pas, voilà, il y a pas de règle. Et du coup, c'est en refaisant le protocole régulièrement qu'on a plus de chances de détecter ce hérisson, enfin, ce hérisson ou ces hérissons d'ailleurs, et du coup, d'avoir des données qui sont fiables. Si on participe une seule fois en 10 ou 20 ans, ça n'aura pas d'intérêt, alors que si on participe 25 fois en 10 ans, là, justement, voilà, on aura des données qui sont vraiment fiables.
Donc, l'idée, c'est de participer. Est-ce que l'enquête sera reconduite? Donc oui, l'enquête, elle est reconduite. Elle s'arrête jamais. Elle ne s'est pas arrêtée, même cet hiver. Et même cet hiver, on a eu des empreintes de hérissons. Donc ça nous montre bien que même si c'est l'hiver, il sort de son gîte pour aller, on ne sait pas trop quoi faire, à dire vrai, changer de gîte, chercher un encas. Donc voilà. Donc l'enquête ne s'arrête jamais. Concernant d'autres questions sur j'ai un animal qui a réussi à manger les croquettes au milieu du tunnel sans laisser d'empreinte. Est-ce que ça peut être du hérisson? Alors ça arrive des fois. Les croquettes disparaissent et les feuilles sont vierges. C'est très fortement improbable que ce soit du hérisson parce que le hérisson est pâteau. Le hérisson va plutôt vraiment patauger dans l'encre et mettre des empreintes partout. Il y a plus de chances que ce genre de cas, ce soit du micro-mammifère. Donc micro-mammifère, c'est souris, campagnols, musaraignes, qui sont très légers et surtout qui font des bonds, des sauts et qui des fois ne vont même pas marcher dans l'encre. Donc c'est souvent ce genre de petites bêtes qui arrivent à faire ce tour de passe-passe un peu étrange et surprenant. Voilà. Concernant les empreintes, il y a une autre question qui était comment distinguer les empreintes pour savoir à combien d'individus elles appartiennent. Ce n'est pas le but de l'enquête et ce n'est pas possible. On ne peut pas distinguer un individu en fonction de son empreinte, à moins que ce soit vraiment qu'il y en ait un qui ait des petites empreintes et un des grosses, mais ce n'est pas le but de l'enquête. On ne veut pas savoir à qui appartient l'empreinte. On veut juste savoir s'il y a un ou plusieurs hérissons qui sont passés, peu importe qu'il soit un ou plusieurs, justement. On veut savoir si du hérisson est passé. Donc, on ne peut pas distinguer les empreintes. Il y a des suivis qui sont faits avec des pièges photos où là, c'est plus facile de distinguer les individus parce qu'ils ont des fois des particularités. Mais là, ce n'est pas le but et c'est malheureusement très, très difficile. Voilà, donc là après il y a quelques questions qui sont plus en lien vraiment avec le hérisson. Donc on va finir avec vos questions sur l'enquête si vous voulez et puis je vous ferai juste un petit blabla sur le hérisson parce que des gens nous ont demandé ces informations-là, donc je peux vous les donner et puis après ce sera tout. Est-ce qu'il y a des questions, Laurette? Alors oui, une personne qui voudrait savoir s'il y avait la possibilité de savoir les personnes dans le même quartier qu'eux qui participent à l'enquête. Oui et non. Merci pour la question, mais non, c'est pas possible parce que c'est tout ce qui est toute la loi de protection des données personnelles nous empêche de faire ça, nous empêche en gros, si vous allez sur le site, vous pouvez voir, je peux vous le montrer même puisqu'on y est, normalement, vous voyez le site. Vous voyez que quand vous allez dans Observation, vous avez une carte qui est censée s'afficher, voilà, avec les observations des personnes. Et pour respecter cette loi de protection des données personnelles, nous avons été obligés de bloquer le zoom à l'échelle du département. Parce qu'on ne peut pas zoomer jusque dans le jardin des gens, c'est pas autorisé. Donc non, vous ne pouvez pas savoir qui participe à côté de chez vous. Je comprends, mais alors tout à fait que ça puisse frustrer certains parce qu'on a envie de partager ça avec des personnes qui font pareil autour de nous. Mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc voilà, c'est bien dommage. C'est des choses auxquelles on va pouvoir réfléchir quand cette période sanitaire un peu particulière sera terminée. On pourra réfléchir à faire des rencontres entre participants d'un même département ou ce genre de choses, comme on peut faire pour d'autres programmes. Ça peut être tout à fait envisagé, voire des rencontres même nationales, comme ça peut être le cas avec d'autres programmes où ce qu'on pourrait vous appeler des hérissoniens ou je ne sais pas, où des enquêteurs hérissons se rassembleraient pour échanger. Mais pour l'instant, c'est malheureusement pas possible. Alors, par rapport aux premiers résultats récoltés, est-ce que le fait de la disparité des résultats ne peut pas fausser, on va dire, à l'échelle nationale, l'effectif? Je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que la disparité des résultats, c'est-à-dire des endroits dans lesquels sont posés les Je pense tunnels? que d'une région à une autre, il y en a plus et du coup, ça D'accord. peut
Ça peut fausser on va dire, l'effectif à l'échelle nationale. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir un effectif. Donc, je le redis, on ne va pas savoir combien il y a de hérissons en France. Ce n'est pas le but de l'enquête. Le but, c'est de savoir est-ce qu'ils se portent bien ou pas. Est-ce que sa population est, quand je dis sa population, c'est pas est-ce que le nombre de hérissons est en augmentation ou en diminution, parce que ce nombre-là, on ne l'aura pas. Mais c'est savoir si l'indice qu'on va mettre en place nous permet de dire si ça diminue ou si ça augmente. Donc, la disparité ne sera pas importante dans la mesure où on a suffisamment de lieux suivis. Il n'y a pas de raison que ce qui se passe dans un département ne se passe pas dans l'autre département à côté. Donc, ce que je vous dis, c'est que si par exemple, là, il y a 0 lieu suivi dans ce département, et vous m'en excuserez, je ne suis pas sûre de quel département il s'agit. Si là, il y a 0 participant et qu'à côté, il y en a plein, si au niveau de la France, il y a vraiment plein de participations, c'est pas très grave parce que les menaces qui pèsent sur le hérisson ici seront certainement les mêmes que celles qui pèsent ici. C'est le but de l'essence même de la science participative, ce qu'on appelle de la science participative, c'est des programmes comme ça où les citoyens normaux, et il n'y a rien de péjoratif à le dire, où les citoyens non scientifiques collectent des données, c'est que vous collectez beaucoup de données et c'est cette masse de données qui fait que s'il y a des erreurs, s'il y a des petits biais, s'il y a des petites choses comme ça, des petites bidouilles, enfin des petites coquilles, on va dire, dans les données, c'est pas grave parce que vous collectez tellement de données que tout dans la masse, enfin, toute cette masse fait que derrière, on arrive à avoir des résultats qui sont super intéressants. Donc ça ne m'inquiète pas. Il faut juste qu'on ait un petit peu plus de participants sur le long terme. Voilà. Alors, j'ai 2 personnes qui m'ont posé, la même question par rapport, si jamais parce que parfois il y a des maisons très proches et des fois à moins d'1 kilomètre. Comment ça se passe si, par exemple, 2 personnes à moins de kilomètres posent le tunnel? Oui, alors, c'est une question qui est très intéressante et très pertinente. En gros, nous, quand on va analyser les données, on va traiter les données pour ne conserver que des tunnels qui sont assez éloignés les uns des autres. Par contre, on a réfléchi à toutes les manières possibles de faire. Et si on voulait vraiment coordonner, on va dire, la pose des tunnels pour qu'ils ne soient pas trop proches les uns des autres, ça aurait été absolument impossible. Enfin, ou du coup, si, ça aurait été possible, mais alors, je ne vous raconte pas le travail derrière pour dire, ben voilà, il y a un tunnel qui est posé là, donc vous habitez à moins de 1 kilomètre, donc ne posez pas de tunnel. Non, c'est pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on dit aux gens de poser des tunnels. Et si par un malheureux hasard, il y en a qui sont à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre, on verra ce qu'on fait quand on analysera les données. Alors franchement, s'il y a beaucoup de tunnels qui sont à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre, ce sera quand même top parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de participants. Donc franchement, c'est génial et qu'on aura beaucoup de données. Ça m'étonnerait. Par contre, ce qu'on fait, c'est que quand on travaille avec des communes, ça nous arrive, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant. On a des communes qui veulent travailler avec nous. Ça ne sert à rien que tous les administrés posent un tunnel chez eux. On n'analysera pas toutes les données. Donc, il vaut mieux essayer de les dispatcher un petit peu partout sur la commune. Par contre, on a fait ce choix aussi de ne pas se limiter et de ne pas limiter les participants parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont habiter à 1 kilomètre l'une de l'autre, qui vont poser 2 tunnels, mais en réalité, il y a une personne qui va être pas du tout assidue, qui va collecter des données pas top, et la personne qui est à moins d'1 kilomètre, elle va collecter des données super top et en suivant très bien le protocole. Et du coup, ça aurait été dommage de dire à cette personne, à ce super enquêteur de ne pas participer parce qu'il y en a déjà un qui participait à moins d'1 kilomètre, alors que cette première personne a saisi des données pas tip top. Donc voilà, on va faire en fonction et franchement, j'espère qu'on aura plein de cas comme ça de tunnels les uns à côté des autres parce que ça veut dire qu'on aura des dizaines de milliers de participants, donc ce serait top. Mais bon, j'y crois pas. Alors, j'ai pas d'autres questions, mais OK. j'ai une personne qui a juste précisé que si vous voulez vous faire savoir que vous participez à l'enquête auprès des gens autour de vous, vous pouvez coller l'autocollant «Je protège le hérisson» sur votre boîte aux lettres. Je trouvais l'idée sympathique. Effectivement, l'idée est sympathique. Il y a des autocollants «Je protège le hérisson» qui existent à la LPO, j'ai vu ça. Mais voilà, c'est quelque chose
auquel on va réfléchir, peut-être pas tout de suite, mais effectuer une petite rencontre entre participants, quelque chose de convivial quand on pourra de nouveau faire ça. C'est des choses qui seraient intéressantes, donc on va réfléchir à ça, bien sûr. Et je comprends votre frustration. Moi aussi, je trouve ça un petit peu frustrant de ne pas pouvoir rencontrer les gens en vrai et échanger avec eux, mais bon, on va réfléchir à ça. Donc voilà. Là, des 2 dernières petites choses, il y a vraiment 2 petites diapos et puis je vous libère. C'est, des personnes qui nous demandent si on peut obtenir, une attestation de la LPO pour réaliser l'enquête dans des lieux privés. Alors effectivement, comme je vous ai dit, vous pouvez poser le tunnel où vous voulez, chez vous ou, ailleurs. Alors bien sûr, vous n'allez pas aller poser chez le voisin sans son autorisation, mais nous, on fournit pas d'attestation. C'est à vous de voir avec le propriétaire du lieu ou avec votre mairie, par exemple, si c'est une pose dans un jardin public, il y a des gens qui le font. C'est de voir avec la mairie compétente si c'est possible, s'ils sont d'accord. Voilà. Alors après, dans les lieux publics, le risque, c'est le vol du tunnel. Ça s'est déjà produit, donc voilà, il faut rester vigilant quand c'est dans des lieux publics. Par contre, quand c'est en pleine nature, normalement, il n'y a pas de souci. Enfin, moins de soucis de vol en tout cas. Mais non, on ne fournit pas d'attestation. Et après, on nous a posé 2 questions sur le hérisson et pas sur l'enquête, donc j'y réponds parce que c'est des questions qui reviennent souvent, je vous en ai déjà parlé. C'est quels sont les prédateurs du hérisson? Donc le plus gros prédateur, comme je vous ai dit, c'est le blaireau, suivi du grand-duc et plus rarement du renard. C'est un peu, c'est rentré dans l'inconscient ou c'est un peu une légende urbaine, si je peux dire, que le renard est le plus grand prédateur du hérisson, alors que c'est pas le cas. Le renard peut prédater du hérisson, plus particulièrement des jeunes, mais il est beaucoup moins bien équipé, on va dire, morphologiquement parlant, pour s'attaquer à cette boule de piquant, que le blaireau qui arrive. Alors, je suis désolée s'il y en a qui sont en train de manger, qui arrive malheureusement, pas malheureusement, mais qui arrive à ouvrir les hérissons qui sont en boule pour les dévorer. Il a cette puissance-là et ces griffes-là. C'est un petit peu pareil pour le grand-duc qui a des serres énormes et très acérées qui arrivent à s'affranchir de cette boule de piquant qui ne le dérange pas du tout. Alors, ça fait partie, ce que je vous disais, hein, c'est des prédateurs naturels, ils ne menacent pas du tout la survie de l'espèce. C'est pas toujours super agréable de voir. Dernièrement, on a vu une vidéo de grand-duc qui amène un hérisson à son jeune pour le nourrir et effectivement, on voit que ça ne lui pose pas du tout de soucis, les piquants. Mais voilà, ça fait partie du cycle naturel de vie du hérisson, de se faire manger par du blaireau et du grand-duc. Et ça ne le menace pas comme nous pouvons le menacer, comme les voitures peuvent le menacer. C'est pas un problème, ces espèces-là. Et la dernière chose, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider le hérisson chez vous? Des choses simples. Alors, vous verrez dans les liens que vous a partagé Laurette, il y a plein de documents qui ont été faits sur le hérisson pour le grand public, notamment un dossier de l'Oiseau Magazine qui a été fait par un collègue à moi qui est spécialiste du hérisson et qui partage des idées de choses à faire pour l'aider. Donc, je les ai un petit peu reprises là. La première chose pour l'aider, et ça ne s'applique pas qu'au hérisson, c'est essayer, dans la limite du possible, de mieux se nourrir parce que la première cause de disparition du hérisson, c'est la disparition de son habitat et de ses proies et l'empoisonnement de la disparition de ses proies. Donc, c'est essayer d'acheter le plus possible bio, si c'est possible, pour éviter la pollution de l'environnement. Chacun fait ce qu'il peut à son échelle. On n'est pas là pour taper sur qui que ce soit. Mais voilà, c'est essayer de faire au mieux dans la limite de ses moyens. C'est essayer de réserver aussi un coin de nature au hérisson dans son jardin. Donc, c'est pas forcément lui aménager quelque chose, mais c'est essayer de favoriser la présence des insectes parce qu'il va s'en nourrir. Et c'est essayer de favoriser la circulation du hérisson parce que c'est dans ces endroits un petit peu, ces petites broussailles, ces haies, ces bandes enherbées, c'est là que les animaux vont circuler, notamment les hérissons. Donc, c'est essayer de ne pas avoir un jardin qui est 100% en pelouse parce que même si c'est beau, même si on aime bien, pour certains, ça a un intérêt écologique beaucoup moins important pour le hérisson et pour plein d'autres espèces. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir un petit peu des patchs de végétation différents dans votre jardin. Voilà, une pelouse, des haies, des bosquets, des friches, des ronces, tout ce que vous pouvez avoir en fonction du jardin que vous avez. Bien sûr, y bannir les produits chimiques. Bon, là, ça paraît logique, le hérisson mange des insectes,
et des escargots qui sont empoisonnés par beaucoup de choses et qui petit à petit le tuent. C'est adapter les dates d'entretien de votre jardin. Et plus globalement, c'est être vigilant lorsque vous tondez et que vous débroussaillez, notamment là maintenant, le printemps arrive, donc souvent on va pratiquer les premières tontes, les premiers débrousaillages. Donc c'est essayer d'aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les fourrés et dans les fossés, avant de passer la tondeuse pour éviter de blesser ces animaux. Ce que je vous disais tout à l'heure, faciliter ces déplacements, c'est important. Donc que vous ayez un jardin clôturé, on l'entend, on ne va pas vous demander d'enlever votre clôture. Par contre, des petits passages suffisent pour favoriser la circulation de la petite faune. 12 cm par 12 cm, ça suffit pour du hérisson. Il y a plein de choses qui existent. Vous pouvez acheter des choses. Il y a des passages à hérisson, j'en ai dans mon bureau à vous montrer si vous voulez. Des passages tout près qui existent, et si vous n'avez pas envie, il suffit de relever un petit peu le grillage. Ça suffit largement à laisser passer les petites bêtes, de mettre une petite tuile pour habiller ça, et c'est très joli. Mais c'est super important de faciliter ses déplacements, parce que si son environnement est tout cloisonné, malheureusement, il ne circule plus, il n'y a plus de brassage de population, les rencontres de reproduction sont plus compliquées. Faire un tas de compost et un tas de bois, il y trouvera à la fois de quoi manger et de quoi s'abriter. Les composts à l'air libre, c'est c'est la caverne d'Ali Baba pour le hérisson. Il va y trouver une multitude d'insectes. C'est de faire attention sur les routes. Alors, c'est dans la limite du possible parce que c'est pas évident en pleine nuit des fois. Mais voilà, c'est faire attention aux collisions routières si vous pouvez. Mettre un point d'eau tout le temps, en été, en hiver, mettez un point d'eau pour le hérisson, pour les abeilles, pour les oiseaux, pour pour toute la faune qui peut venir fréquenter vos jardins. Alors bien sûr, prenez la précaution de vider les points d'eau régulièrement pour éviter la prolifération des moustiques, notamment des moustiques tigres dans certaines régions. Mais vraiment, ces points d'eau, c'est super important, et c'est l'occasion d'observer plein d'animaux qui y viennent. Donc, c'est toujours agréable. Et alors, les 2 dernières choses, bien sûr, devenir un enquêteur hérisson, hein, mais vous l'êtes déjà, donc pour ça, c'est bon. Et c'est ne pas intervenir à tout va quand on croise un hérisson. Alors, c'est pas évident. Il y a beaucoup de discours contradictoires qu'on peut entendre, de discours très interventionnistes sur le hérisson. Nous, on n'a pas forcément ce discours-là à la LPO. En gros, on considère que, effectivement, si vous rencontrez un animal affaibli, un animal blessé, un animal qui vous semble aller mal, bien entendu, il faut intervenir. Donc, il faut le prendre, le mettre dans un carton aéré et appeler au plus vite un centre de soins, la LPO, une association de protection de la nature, peu importe, qui vous conseillera quoi faire. Par contre, si vous rencontrez juste un hérisson qui se balade, et même en pleine journée, il n'est pas forcément en danger. Un hérisson peut être amené à sortir en pleine journée pour une raison X ou Y. Si ce hérisson est dynamique, il est mobile, et qu'il se met en boule, ou que du moins il a l'air, il n'a pas l'air totalement prostré sur le côté immobile, là il faut s'inquiéter. Mais s'il bouge et qu'il fait son petit train de chemin, on le laisse passer, on regarde ce qui se passe. Et effectivement, si on le voit en plein soleil, halté ou sur le côté, ou qui vous semble pas bien, là c'est qu'il y a un souci sous-jacent, donc vous pouvez intervenir. Et la dernière chose, c'est concernant les jeunes ou les immatures. Si vous croisez, donc maintenant c'est plus le cas parce qu'on est au printemps, mais c'est souvent en fin d'année, en début d'hiver, avant l'hibernation. Si jamais vous croisez un jeune hérisson vraiment tout petit, là vous voyez les échelles avec un stylo bic. Les jeunes hérissons, ou des hérissons sans poils, sans piquant, ou avec des tout petits piquants et très roses, là il faut s'inquiéter. Il faut appeler, c'est pareil, appeler un centre de soins et voir ce qu'il faut faire. Après, pour les immatures, c'est normal qu'on en croise en fin d'année avant l'hibernation. Dans tous les cas, moi, ce que je conseille, c'est, si vous avez un doute, plutôt que d'intervenir et de risquer d'aggraver une situation, vous n'hésitez pas à appeler une structure qui vous donnera les bons conseils pour intervenir, parce que voilà, on n'a pas toujours les idées qu'il faut. Donc, faut pas hésiter à appeler, à se renseigner, et on dispatchera les bons conseils. Donc voilà, dans tous les cas, je le répète,
un hérisson donc est un animal sauvage, qui doit être confié à des structures compétentes. Si jamais ils ont des problèmes, ce sera les structures qui seront le plus à même, de le sauver et de l'aider. Donc voilà, tout ce que vous pouvez faire, donc il y a déjà pas mal d'idées et donc je vous disais devenir un enquêteur hérisson, bien sûr, ça c'est le top. Donc voilà, je vous remercie à tous, à moins qu'on ait quelques questions, Laurette, on va les prendre et puis sinon, je vous laisse aller manger, dormir, faire ce que vous voulez. Ah oui, j'ai quelques questions, alors différentes les unes des autres. Première question, c'est une personne qui demande si les hérissons savent nager, si des fois ils tombent dans Ouais, des endroits avec de l'eau. il nage super bien, sauf que, comme tous les animaux, s'il y a pas d'endroit pour sortir, notamment des piscines ou certains points d'eau, il a beau très bien nager, il va juste s'épuiser et se noyer au bout d'un moment. Donc, il faut aménager des petits passages si on en a ou des petites passerelles pour permettre aux animaux de sortir, alors notamment des piscines, mais pas que, hein, si vous avez ce genre de point d'eau, dans votre jardin. Mais il nage très bien, ouais. On ne Et croirait pas en le voyant. j'ai une autre question, je pense, d'une personne qui est arrivée en cours, qui demande par rapport comment laisser passer les hérissons sans laisser passer les chats. Ah là là, cette fameuse question. Alors déjà un passage de 12 centimètres par 12 centimètres, c'est vraiment pas grand. Alors effectivement, certains chats vont pouvoir s'y faufiler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les chats ont pas besoin de ce genre de passage pour passer. Ils arrivent à trouver bien d'autres combines pour venir s'ils le souhaitent. Eux, ils savent sauter, ils savent grimper aux arbres, ils savent faire plein de choses que le hérisson, malheureusement, lui, sait pas faire. Donc souvent, c'est pas la création d'un petit passage à hérisson qui va faire proliférer les chats dans votre jardin. Idem pour cette problématique, mais avec une autre espèce qui est le rat. Le rat, c'est pas le petit passage de 12 centimètres qui va l'inciter à passer. S'il a à passer, il trouvera bien une autre façon de le faire. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle. Des petits passages. Après, s'ils sont trop petits, les hérissons passent pas. Alors certes, les chats non plus, mais bon, l'idée, c'est de laisser passer les hérissons. Et franchement, ouais, les chats, ils arrivent à trouver toujours une combine, globalement. Alors, j'ai une question un peu plus technique, Eh ben, on dans va essayer. dans le sens par rapport à la LPO. Ah, Oui, par rapport justement à la collision des hérissons sur les routes. mmh. Si la LPO avait pour initiative d'essayer de sensibiliser les mairies pour faire passer des messages par rapport sur des pancartes ou quoi, ou même des comités de quartier. Alors, il y a plein de choses qui sont faites, sur les problèmes de collision routière à la LPO qui sont faites ou qui ont été faites, pas spécifiquement tournées vers le hérisson, hein, parce que c'est pas, il y a pas que lui qui est sujet aux collisions routières. Il y a des projets. Alors moi, je parle au niveau que je connais dans la région où on est. Nous, on est sur la région, l'ex-région Poitou-Charentes. Il y a des projets qui ont été montés pour justement identifier les points de collision, importants sur les réseaux routiers et faire ce travail soit de protection, soit de sensibilisation. Alors la pose de panneaux, c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement fait parce que je pense que ça a un intérêt très limité à certains endroits malheureusement. Un autre exemple, c'est que des panneaux un petit peu sympas avec attention aux hérissons ou attention à d'autres espèces sont régulièrement volés quand on en pose. Donc voilà. Mais par contre, on travaille aussi avec des aménageurs routiers pour créer des écoponts ou des écoducs pour permettre à ces espèces de traverser en toute sécurité à certains endroits. Donc oui, c'est des choses qui sont faites. Le travail avec les mairies, pas forcément. Après, je ne m'avance pas sur tout le travail qui peut être fait par toutes les associations locales LPO partout en France. Je n'ai pas de doute que localement, il doit y avoir des initiatives. Mais voilà, moi, je vous parle de ce que moi, je connais à mon échelle. Et c'est vrai que c'est plus avec les aménageurs routiers qu'on va travailler à certains endroits pour le hérisson et pour toutes les autres espèces globalement. Et souvent, le point d'entrée, c'est pas le hérisson, parce que comme je vous disais au tout début, on n'a pas vraiment de données sur le hérisson, on ne sait pas son état de conservation en France. C'est plus d'autres espèces qui vont être mises en avant, comme la loutre, comme
Alors je parle vraiment de ce que je connais parce que mes collègues travaillent dessus, comme le vison d'Europe actuellement, qui est soumis aussi aux collisions routières, qui est une espèce menacée et pour laquelle on va pouvoir faire des aménagements plus facilement que pour du hérisson qui malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas trop dans quel état de conservation il est. Mais vous êtes là pour ça. Et je n'ai plus de questions actuellement. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Il est 19h30. Je vous remercie tous d'être là pour toutes vos questions, pour tout ce que vous avez, tous vos commentaires. N'hésitez pas, donc, comme je vous ai dit, s'il y a quoi que ce soit, une question, une suggestion d'amélioration, un problème constaté, une remarque à faire, bonne ou mauvaise, du moment qu'elle est constructive, on est preneur. Sur l'enquête, donc missionhérisson@lpo.fr qui s'affiche là. Laurette pourra vous la remettre dans le chat si besoin. Et puis, voilà, un grand, grand merci à tous de votre participation à cette enquête, à cette rencontre ce soir. Continuez à participer. Vraiment, c'est vraiment grâce à vous qu'on arrivera à faire quelque chose pour cette petite bête. Donc merci beaucoup et puis, à bientôt et bonne soirée.